Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur l'ensemble des vidéos qui ont été diffusées sur la chaîne Fil de Car Academy, histoire de faire une petite pause avant de continuer sur les techniques du changement et les gestes techniques du changement. Donc là, je vais revenir sur l'ensemble des vidéos pour mettre un petit peu en avant ce que vous avez pu apprendre sur les mécanismes internes de changement et comment est-ce qu'on peut agir sur son comportement pour évoluer vers quelque chose de plus positif. Donc l'idée, c'est que je me connecte sur la chaîne, je regarde l'ensemble des vidéos et à chaque fois, je vais vous faire un petit résumé de cette vidéo. En même temps, je vais vous expliquer ce que vous pouvez mettre en place suite à cette vidéo pour évoluer et changer favorablement. Alors la première vidéo, c'était l'occasion de me présenter. Elle s'appelle toujours d'ailleurs, puisqu'elle est toujours disponible sur la chaîne. Elle s'appelle Start. Et je vous parlais de mon parcours et comment j'ai évolué pour devenir coach et puis hypnothérapeute, etc. Et donc sur cette vidéo, on a appris à la fin de la vidéo que le changement était extrêmement étroitement connecté à l'action. Que sans action, il n'y avait absolument pas de changement. La plupart du temps, on a envie de changer sans forcément mettre en place les actions qui doivent être mises en place pour changer. Et des exemples, j'en ai énormément tout au long de ma pratique d'accompagnant au changement. Donc, la clé du changement, c'est l'action. Sans action, il n'y a pas de changement. Donc, tout ce que tu vas devoir mettre en œuvre pour évoluer et pour changer va devoir se concentrer sur les actions que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir évoluer. Et donc, tout le travail sur le changement doit vraiment être totalement concentré vers les actions que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir atteindre ton objectif. La clé, c'est la vidéo la plus importante de la chaîne. C'est celle qui a fait le plus de vues, c'est la première. C'est la plus importante de la chaîne parce que c'est celle qui va tout changer en fait. La plupart du temps, on a envie de faire évoluer les choses, on a envie que les choses changent autour de nous, mais sans faire de réel effort, juste en restant sur le savoir. Je vous donnais notamment l'exemple de mes clients les plus difficiles. Ce sont les clients qui ont lu tous les livres sur le développement personnel, sur le changement, sur l'évolution. Ce sont les clients les plus difficiles puisque a priori, ce sont des personnes qui restent bloquées sur le savoir et qui ne savent pas passer à l'action et mettre en place les choses qui vont déclencher le changement. Ce qui déclenche le changement, ce n'est pas le savoir, c'est l'action. Qu'est-ce que tu fais pour que les choses changent? Ensuite, je vous ai parlé de l'expertise. Je vous ai expliqué notamment qu'il y a un nombre d'heures minimum à passer sur un sujet pour en devenir un expert. Et que si tu voulais devenir un expert de toi-même et de ton évolution personnelle, il fallait que tu travailles sur ça. Et donc, je vous expliquais dans cette vidéo que 10 heures, tu as quelques notions, 100 heures, tu es un amateur, 1000 heures, tu es un spécialiste et 10 000 heures, tu es un expert. La plupart du temps, j'ai envie de dire qu'on a quelques notions de nous-mêmes, c'est-à-dire 10 heures, parce qu'on a passé très peu de temps à essayer de comprendre nos mécanismes internes et comment nous fonctionnons. Et donc, les personnes qui ont passé une petite dizaine d'heures à essayer de comprendre comment elles fonctionnent, eh bien, ce sont des amateurs d'elles-mêmes. Des personnes qui sont expertes d'elles-mêmes, c'est 10 000 heures de travail sur soi, eh bien, je peux vous dire que c'est extrêmement peu. Même moi, je pense que je suis pas au niveau de l'expertise de moi. Je suis plutôt au domaine je suis peut-être un spécialiste puisque j'ai travaillé pas mal de temps quand même sur ma personne. Puisque quand vous voulez accompagner des clients, c'est important aussi d'avoir fait vous-même ce cheminement de changement. Sinon, c'est trop facile. Tu vas dire aux autres de mettre en place des choses pour qu'ils puissent progresser, évoluer. Et toi-même, tu n'as pas été capable d'agir sur ton propre comportement, sur tes drivers, sur tes croyances, sur ta personnalité, sur ton environnement, sur les actions que tu dois mettre en œuvre et des stratégies pour aller vers quelque chose de plus positif. Ça serait trop facile. Donc, l'idée, c'est quand même quand tu es un accompagnement et que tu aides les gens à évoluer et à changer, c'est que toi-même, tu es passé aussi ce chemin, que tu as effectué toi aussi ce chemin pour évoluer et changer. Ensuite, je vous ai parlé de la zone de confort. La zone de sécurité, la zone de confort, que souvent les gens confondent la zone de sécurité et la zone de confort et ils prennent la première pour la seconde et la seconde pour la première. Et donc je vous expliquais notamment dans cette vidéo que la plupart du temps nous restions enfermés et bloqués dans notre zone de sécurité. Et les gens autour de nous vont nous dire il faut que tu sortes de ta zone de confort, alors qu'elles devraient nous dire il faut que tu sortes de ta zone de sécurité. Mais sortir de sa zone de sécurité, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que entre la zone de sécurité et la zone de confort, il y a la zone de l'inconnu et du danger, la zone que je ne connais pas. Et pour traverser cette fameuse zone, eh bien, il faut avoir confiance en soi, avoir travaillé sur la résistance à l'échec et à la souffrance, et ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à appréhender. Donc, la plupart du temps,
on reste bloqué dans notre zone de sécurité, celle qu'on connaît le mieux. Et c'est pour ça que le changement est difficile. Quand tu es quelqu'un qui fait des choses bien précises dans ta vie, faire autre chose différemment pour que ce soit plus confortable, c'est quelque chose de difficile et tu vas avoir une résistance au changement qui va être liée justement à cette zone de l'inconnu, du danger et de la souffrance. Ensuite, j'ai commencé les vidéos sur la motivation. Je vous ai expliqué notamment avec la vidéo qui s'appelle « Quand on peut, on veut » que le changement était une question de pouvoir plus qu'une question de vouloir. Que si tu voulais baser le changement sur ta volonté, ça demandait beaucoup d'énergie et qu'au bout d'un certain temps, l'énergie étant fluctuante, eh bien, tu finissais par abandonner. Alors que si tu basais ton changement sur le pouvoir, ta capacité à atteindre ton objectif parce que tu as le pouvoir de le faire, eh bien, c'était déjà bien différent. Puisque là, tu vas te détacher de l'énergie. Ça va être totalement indépendant de ton énergie et ça va être plus quelque chose qui va être connecté à ton intention profonde d'évoluer et de changer. C'est beaucoup plus puissant quand tu as le pouvoir que quand tu as le vouloir. Si je peux, je le fais. Si je veux, je le fais pas toujours. J'aimerais bien le faire parce que je le veux, bah oui, mais je peux pas le faire parce que finalement, bah j'ai pas les capacités, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources pour le faire. Et donc, on va travailler les ressources, les capacités et les moyens pour justement faire monter le pouvoir et ainsi déclencher de la motivation. Sur la vidéo d'après, on parlait du pouvoir de la motivation, notamment avec les leviers de la motivation. Je vous expliquais dans cette vidéo que en matière de motivation, la plupart du temps, nous n'avons qu'un seul levier qui est actif et très présent. Et que si tu veux être vraiment très motivé sur un sujet, tu dois avoir les deux leviers actifs et très présents. Les leviers, ce sont le levier de fuite et le levier de aller vers. Si mon levier de fuite est très puissant et que le levier aller vers quelque chose de nouveau est très puissant, la conjonction des deux va faire que je vais avoir une motivation très puissante. Si en plus j'ai un pouvoir important, eh bien il n'y a rien qui va se mettre en travers de ma route. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez avoir plus d'exemples et de détails. Mais en tout cas, il faut bien comprendre que c'est l'action des deux leviers, l'addition des deux leviers qui va déclencher une motivation extrêmement forte. Vous êtes dans votre appartement, il est un petit peu vétuste et donc vous avez la peinture des murs qui est pas très jolie. Eh bien voilà, il se passe rien parce que vous êtes chez vous, vous vous dites bon, ok, j'ai l'habitude de cet environnement, je me suis habitué à ce que les murs soient pas très frais, j'ai envie de fuir cette situation, mais d'un autre côté, pour aller vers quoi? Ok, je vais aller vers un mur propre, mais finalement, je me suis un petit peu habitué finalement, ça me touche pas vraiment. Un jour, tu décides d'inviter quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, tu as envie de faire une bonne impression, et à partir de là, ça va tout changer. Tu veux fuir le mur un peu délabré, un peu abîmé, en même temps, tu veux donner une bonne impression, une bonne image de toi, eh bien, juste avant que les personnes viennent 2 semaines après que tu les aies invitées, avec la date précise, eh bien, tu vas tout faire pour que repeindre tes murs, pour remettre un appartement en état et plus agréable, pour que justement, tu donnes cette bonne image de toi. Mais c'est cette invitation et le fait que les gens vont venir chez toi qui aura déclenché cette action de remettre en état tes murs. Sinon, tu serais resté encore comme ça 1 année, voire 2 années de plus, parce que tu n'as pas ce levier qui va s'activer. Je vous donnais également les exemples sur la fidélité, le fait de quitter une relation, de quitter un emploi, etc., etc. Nous avons également abordé la fameuse question de la projection. Quelle est la probabilité pour que, la fameuse question qui va déclencher une sollicitation de l'inconscient? Quelle est la probabilité pour que tu fasses ci ou ça sur une échelle de 100% et le pourcentage que tu donnes va te donner un indicateur de motivation. Par exemple, tu es dans un poste qui ne te plaît pas trop, tu tournes un petit peu en rond, pose-toi la question de savoir quelle est la probabilité pour que tu sois encore sur ce poste-là à la fin de l'année. Si ta réponse c'est moins de 50%, tu n'es absolument pas motivé pour rester dans ce poste-là parce que la part de peur est extrêmement importante. La part de peur, c'est l'écart entre le chiffre que tu vas donner et 100%. Quelle est la probabilité pour que tu arrêtes de fumer avant la fin de l'année? 3%. Ok, donc tu as énormément de peurs qui sont liées à l'arrêt du tabac. Quelle est la probabilité pour que tu te sépares de ta compagne avant la fin de l'année? 80%, tu as 20% de peur, c'est pas beaucoup de peur. Il y a de grandes chances que tu réussisses à te séparer et que tu parviennes à cette séparation en négociant ou en divorçant, peu importe. Mais en tout cas, c'est un projet qui est extrêmement avancé avec une forte motivation. Quelle est la probabilité pour que tu quittes ta femme avant la fin de l'année? 40%, c'est différent. 40%, on est un petit peu en dessous de 50%, mais on a quelque chose à travailler parce qu'il y a 60% de peurs qui sont liées au fait que je reste ou que je parte
ou que je quitte la relation. Donc là, on est sur quelque chose qu'il va falloir travailler parce que pourquoi t'es pas à 0%? Tu es marié avec ta femme, normalement, tu es censé être dans une relation de couple agréable et détendue et positive. Si tu me dis que il y a 0% de chance que je quitte ma femme cette année, c'est que tout se passe bien. Si tu me dis 40% de probabilité qu'on se sépare, c'est qu'il y a un problème. Et là, il va falloir travailler la peur, la relation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui pose problème. Alors cette question de la probabilité elle est très importante et vous pouvez vous la poser à vous-même. Vous allez obtenir une réponse un peu inconsciente qui va être le fruit de tous les calculs que va faire votre cerveau par rapport à son expérience, à son histoire, à ce qu'il a déjà vécu. Et donc c'est important d'être capable aussi de l'utiliser de vous vers vous. La plupart du temps dans les vidéos, j'essaye de donner des exemples qui vont de vous vers les autres, des autres vers vous et de vous vers vous-même. C'est important de comprendre que ça fonctionne toujours comme ça. J'essaye aussi de donner des exemples qui sont connectés au cadre professionnel, aux situations affectives et relationnelles, et puis à la relation parent-enfant. Ça permet comme ça d'ancrer les vidéos dans la réalité plutôt que de rester dans de la théorie. Ce qui est génial avec la théorie, c'est que tout le monde aimerait bien y vivre, puisque en théorie, tout se passe bien. Dans la vraie vie, c'est pas toujours ça. Dans la vraie vie, il va falloir composer, trouver des solutions et résoudre des problèmes. Donc, l'ensemble des vidéos que je partage sur la chaîne ont pour but justement d'être capable de comprendre les mécanismes inconscients, les mécanismes internes, comment fonctionne mon cerveau et mon comportement en matière de relations, en matière de gestion des émotions, en matière de motivation à faire les choses ou à ne pas les faire. Et donc c'est pour ça que j'essaye de vous donner un maximum de données et de clés qui vous permettent de comprendre et de traduire un petit peu ce que vous pouvez vivre au quotidien lorsque vous faites ou ne faites pas quelque chose, lorsque vous changez ou que au contraire, vous restez sur quelque chose de très figé. Ensuite, je vous ai parlé du pouvoir de l'influence et du pouvoir de l'incertitude, vous expliquant que le vrai pouvoir c'était ça. Si tu étais capable de créer de l'incertitude chez les autres, tu avais du pouvoir chez ces personnes-là. Si tu étais capable de les influencer, tu avais aussi un pouvoir un peu inconscient qui est lié au fait que tu pouvais les influencer à faire ou à ne pas faire quelque chose. Et c'est comme ça que tu détermines si tu as le pouvoir sur l'autre ou pas. Je vous donnais notamment l'exemple de demander à quelqu'un de lever la main comme ça. Si la personne le fait, c'est que tu as un pouvoir sur elle, puisque tu es capable de l'influencer à faire quelque chose qu'elle n'avait pas forcément envie de faire dès le départ. Elle s'était pas dit, tiens, je vais lever la main maintenant. Non, c'est toi qui lui as dit, lève la main et fais ça. Si la personne le fait, tu l'influences. Attention également au pouvoir de l'influence sur soi-même et au pouvoir de l'incertitude sur soi-même. C'est notamment l'un des moteurs de l'anxiété. Tu te crées de l'incertitude sur toi-même avec l'anxiété, ce qui fait que l'anxiété va avoir le pouvoir sur toi. Le pouvoir de l'incertitude. Oui, mais je suis pas sûr de réussir. Oui, mais je suis pas sûr que tout se passe bien. Oui, mais je suis inquiet parce que... Et ça, c'est de l'incertitude. Donc, l'anxiété va bien avoir du pouvoir sur toi puisqu'elle a créé de l'incertitude sur toi. Si en plus, elle est capable de t'influencer à faire ou à ne pas faire quelque chose justement parce que tu es anxieux et que tu vas te dire, non, je vais pas monter cette montagne, je vais pas traverser ce pont, je vais pas prendre l'autoroute parce que j'ai peur de perdre mes moyens et d'être obligé de me garer sur le côté. Eh bien, à ce moment-là, l'anxiété va avoir une influence sur toi. Et donc, on a bien les deux vrais leviers de vrai pouvoir qui vont être à la manœuvre, c'est-à-dire le pouvoir de l'incertitude et le pouvoir de l'influence. L'anxiété m'influence à faire des trucs que je veux pas faire et à pas faire des trucs que je veux faire. Et en même temps, eh bien, elle est capable de créer de l'incertitude chez moi en permanence et au quotidien qui vont aussi m'empêcher de vivre sereinement et détendu. Donc, c'est un vrai travail. Mais on va aborder là maintenant bientôt les vidéos sur la gestion de l'anxiété. Ensuite, j'ai fait une thématique sur l'empathie, notamment avec les 3 empathies et la fameuse vidéo sur l'écart empathie qui a pas fait beaucoup de vues. C'est un petit peu dommage parce que c'est une vidéo super intéressante et une vidéo clé pour comprendre que la plupart du temps, on adresse nos demandes à la personne qui est la moins apte à répondre oui à notre demande. Et donc, dans la première vidéo sur les 3 empathies concernant l'empathie, je vous expliquais qu'il y avait 3 empathies et que la plupart du temps, les gens ils disaient oui, il faut que tu sois un peu plus empathique, mais que les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire être empathique puisque comme il y a 3 empathies, il faut aller travailler les 3 empathies, pas seulement l'empathie en général. Et donc, il faut bien diversifier les différentes empathies, comme l'empathie qui est la première, c'est l'empathie cognitive, la capacité à comprendre comment l'autre pense et ce qu'il pense. Et ça, c'est extrêmement dur. C'est déjà une première difficulté, comprendre les pensées de l'autre. C'est extrêmement difficile. Ensuite, il y a la deuxième empathie qui est l'empathie émotionnelle. Et à partir de là, on est sur de l'empathie liée aux émotions. Donc, comprendre ce que l'autre ressent
encore une autre difficulté, puisque moi, je vais avoir une situation, moi, je vais ressentir de la colère, ma femme, elle va ressentir de la tristesse. On ressent pas du tout la même chose. Et là, il faut développer une compétence qui est « Ah, mais je comprends ta tristesse, alors que moi, je suis en colère. » Et l'autre, il faut qu'il soit capable de faire la même démarche. « Ah, mais moi, je suis triste, mais je comprends que toi, tu sois en colère. » Et donc, c'est encore une difficulté supplémentaire. Et enfin, la dernière empathie, c'est le souci empathique, c'est être capable de comprendre ce que l'autre attend de nous. Qu'est-ce que l'autre attend de moi par rapport à cette situation ? Est-ce qu'il attend que je lui dise ça, que je fasse ça, ou est-ce qu'il attend que je fasse autre chose et que je dise autre chose? Donc, vous voyez qu'on a quand même 3 empathies qu'il faut travailler, et c'est pas évident, puisque parfois on va être très bon sur l'empathie cognitive. J'arrive à accepter et à comprendre un peu les pensées des autres parce que je comprends qu'ils n'ont pas eu le même parcours, la même éducation, qu'ils n'ont pas la même personnalité que moi, les mêmes croyances, et donc j'arrive un peu à comprendre leurs pensées. Mais je suis très mauvais sur ma capacité à comprendre ce qu'ils ressentent. Quand je les vois pleurer devant un film, je comprends pas. Quand je les vois s'énerver devant une situation, je les comprends pas. Donc je vais être très bon dans l'un, mais très mauvais sur l'autre. Et peut-être que je vais être aussi très mauvais sur la projection de savoir exactement ce qu'ils attendent de moi. Et donc je vais jamais avoir le bon comportement. Et puis je vais le regretter puisque les gens vont me dire, bah oui, mais non, mais c'est pas ce que j'attendais de toi. Ah, bah excuse-moi, moi je pensais que c'est ça que t'attendais de moi. On a souvent ça dans la relation homme-femme, puisque les hommes et les femmes fonctionnent pas de la même manière, ils ont pas les mêmes besoins. Et à partir de là, on a souvent des conflits qui sont liés justement à ce souci empathique. Le souci empathique, c'est, mais non, mais moi j'attendais pas ça de toi. Je suis en train de t'expliquer que dans mon travail, j'ai un manager qui me harcèle, qui est méchant avec moi, qui fait que je me sens mal et que je suis à la limite du burn-out. Et toi, t'es en train de m'expliquer, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses ça et machin et truc. Il faut être dans l'action. Il faut que Et alors que la femme, ce qu'elle attendait, c'est que son mari lui dise, écoute, t'inquiète pas, je suis là, je vais te soutenir. Et là, pour l'instant, je te fais un câlin. Et puis pour les démarches d'action et ce qu'il y a à mettre en œuvre derrière pour corriger la situation, on verra plus tard. Et donc là, on est bien dans un cas où l'homme il comprend pas puisque lui il est dans l'action et il va essayer de donner des conseils tout de suite dans l'action pour dire voilà on va s'en sortir et tu vas voir ce qu'on va lui faire à ton manager, alors que la femme elle attendait pas ça, elle attendait juste du soutien. Et donc ça c'est le souci empathique. Donc vous voyez que l'empathie c'est quand même quelque chose d'un peu technique. Puis quand on aborde ensuite l'écart d'empathie qui nous explique que finalement quand tu as vécu une épreuve difficile, en général tu as tendance à baisser l'intensité de cette épreuve et l'enjeu de cette épreuve et à augmenter ta propre confiance vis-à-vis de cette épreuve. Quand une autre personne qui n'a pas réussi à affronter cette épreuve va venir te voir, en général, tu auras beaucoup moins d'empathie pour elle. Je vous donnais notamment l'exemple de la jeune femme qui a des jumeaux et qui veut prendre son mercredi. À qui elle va s'adresser? Est-ce qu'elle va s'adresser au manager qui a déjà eu de jumeaux lui par le passé et qui donc connaît la situation et va peut-être être plus empathique, ou bien à une autre personne qui n'a même pas d'enfant et qui sait même pas ce que c'est que d'avoir des enfants. En général, c'est mieux de s'adresser à celui qui n'a pas eu d'enfant parce que il est incapable de se projeter sur la situation et donc il va juste faire une évaluation. Il va dire, ouais, ça doit être difficile quand même d'élever des jumeaux, donc je comprends qu'il y a des difficultés. Alors que la personne qui l'a déjà vécu va se dire dans sa tête, c'est bon, moi je l'ai fait, j'ai réussi à m'en sortir, je baisse le niveau d'intensité du problème et de la situation difficile, j'augmente mon niveau de confiance et de compétence vis-à-vis de cette situation, et à ce moment-là, j'arrive pas à comprendre l'autre qui est pas capable de faire la même chose que moi et de traverser cette épreuve comme moi j'ai réussi à le faire. Et puis je vous ai parlé du PEC, le fameux PEC, est-ce que tout le monde se souvient de ça? Le principe, l'exception, exception et le contexte. Contexte, technique très efficace pour sortir de ces principes et des décisions qu'on prend par principe et par habitude, puisque souvent, il faut être capable de sortir de ces principes pour prendre les bonnes décisions. Donc ça vous aide notamment à prendre de meilleures décisions, quelle que soit la situation et la gestion du problème que vous avez en face de vous. Ça peut être un enfant qui est capricieux et qui, ce jour-là, a un contexte précis qui va faire que vous allez faire une exception dans votre comportement vis-à-vis de cet enfant. Je vous ai donné plein d'exemples dans cette vidéo, donc vous pourrez aller les revoir. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement important, le principe, l'exception et le contexte, puisque les personnes en général qui ont du mal à affronter le quotidien, à résoudre des problèmes et à avoir de bonnes relations dans la vie, très souvent, ce sont des gens qui sont incapables d'appliquer ce principe. Et ce principe, justement, et qui restent bloqués ici. Voilà. Ce sont les gens qui savent pas faire ça.
Si tu restes bloqué dans tes principes et que tu veux pas en sortir, eh bien à ce moment-là, tu vas rencontrer beaucoup de difficultés dans ta vie, dans la résolution des problèmes et dans les relations humaines. Et donc ensuite, je vous ai parlé sur la vidéo qui a suivi celle-ci de la discipline, et je vous ai dit que la discipline c'était pour les riches, qu'il n'y avait pas de discipline, puisque la discipline sous-entendait disciple, et que tu ne pouvais être discipliné qu'à partir du moment où tu endossais le rôle de disciple. Et pour être un disciple, tu devais avoir un maître. Donc tu étais obligé de toujours avoir un coach. Et que payer un coach en permanence et pour tout, ça coûtait extrêmement cher. Mais les gens qui ont ce moyen-là, en général, ils ont un super cuisinier qui fait de très bons repas, donc j'ai pas besoin d'être discipliné pour ne pas aller au fast-food. Ils ont un coach de yoga pour être détendu, ils ont un coach de sport pour faire du sport et être en forme, et donc à partir de là, ils n'ont pas besoin de discipline. Les choses vont se faire toutes seules, puisqu'ils vont endosser le rôle du disciple, parce qu'ils ont un maître qui va les accompagner, les influencer, avoir le pouvoir sur eux pour qu'ils fassent les choses. L'autodiscipline, je vous expliquais que c'était assez sympathique à mettre en œuvre, mais que le problème, c'est que être maître de soi-même, parce qu'on a toujours le mot disciple, hein, on a toujours le disciple ici, discipline, d'accord? Ça veut dire quoi? Autodiscipline, ça veut dire je suis le maître de moi-même. Mais pour être le maître de soi-même, il faut se dissocier. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Sachant que j'ai un problème, c'est que je fais pas suffisamment de sport. Donc j'ai une partie de moi qui part avec le problème qui est je ne fais pas suffisamment de sport, qui va se mettre à côté de moi et qui va me dire bah fais du sport maintenant. Bah comment ça, fais du sport maintenant? Tu es une partie de moi et toi tu fais pas de sport. Donc tu es en train de me dire que toi qui fais pas de sport, tu veux que moi je fasse du sport, mais je suis pas d'accord et donc on va avoir un conflit interne. Vous voyez les conflits internes, c'est ça. C'est une partie de vous qui dit oui, l'autre partie qui dit non, mais pourquoi tu dis ça et moi je suis pas d'accord. Donc autodiscipline, c'est un petit peu compliqué parce que être maître de soi-même, ça sous-entend déjà de la dissociation, et ça c'est pas évident à faire pour tout le monde, et puis également le fait que ça va te prendre plus d'énergie, puisque tu vas devoir alimenter ton énergie à toi, plus l'énergie de la personne à côté de toi dissociée, qui va être le maître de toi. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que l'autodiscipline est difficile. Les gens, ils vont dire, bah oui, mais je suis pas discipliné, j'arrive pas. Bah, c'est normal. Bah oui, mais j'arrive pas à être autodiscipliné non plus. Bah, c'est normal. Disciple. Discipline, pas de problème. Tant que t'as ton maître, tu fais tout. Dès que le maître s'en va et que c'est toi qui deviens le maître, tu deviens le maître, ton auto-maître. Ça ne marche pas non plus parce que finalement, ça va te demander beaucoup d'énergie. Et toi-même, si tu n'es pas à la hauteur, bah, tu vas devenir un demi-maître qui n'est pas à la hauteur. Donc, le seul truc qui fonctionne, c'est le système. Donc, je vous expliquais que le système, c'était mettre en place un ensemble d'habitudes et de routines et de procédures qui te permettent d'évoluer dans tes routines de changement. C'est le seul truc qui fonctionne comme ça. Ça va s'imposer à toi comme le système dans une entreprise. T'arrives pas dans une entreprise et tu dis bah moi maintenant je suis le nouveau collaborateur, c'est moi qui décide tout. Je décide des horaires auxquels il faut arriver, les horaires de la cantine, les règles pour les clients. Non, quand tu arrives dans une entreprise, tu as un système. Tu dois t'y conformer, c'est pas toi qui décides. Donc à partir de là, bah tu vas prendre le règlement de l'entreprise, tu vas dire comment ça fonctionne, c'est comme ça que tu vas aller dans l'apprentissage et que tu vas comprendre exactement comment appliquer le système. Après, tu vas pouvoir apporter quelques petites retouches, toi, si tu es un commercial et que tu veux améliorer les choses. Mais en général, le système va beaucoup te cadrer et t'enfermer un petit peu dans un cadre strict et très clair sur ce que... Alors, là où il n'y a pas de système, vous arrivez dans une entreprise qui est une start-up qui vient de démarrer, il n'y a pas de système. En général, c'est un petit peu compliqué de bien s'intégrer. Les gens, ils sont pas très heureux dans ce type d'environnement, justement parce qu'il n'y a pas un système clair. Enfin, on a parlé des 5 niveaux de changement. Le niveau de changement numéro 1, c'est l'environnement. Le changement numéro 2, c'est le comportement. C'est l'action que je mets en œuvre qui fait que je vais changer. Le niveau de changement numéro 3, c'est les stratégies. C'est l'ensemble des actions. D'accord? Donc là, c'est plus une seule action, c'est plus une action, mais plus qu'une action. D'accord? Et puis, les croyances, c'est le quatrième niveau de changement. Et enfin, l'identité. Si tu veux vraiment changer, il faut que tu ailles jusqu'à l'identité. L'identité est assez passive, c'est-à-dire quand tu travailles sur ça, ça, ça et ça, ton identité, elle change. Et tu deviens quelqu'un d'autre. Ton environnement, c'est que des gros fast-food et tu manges toute la journée des crêpes et des trucs au Nutella. Ton comportement, c'est de pas faire de sport, de rien faire du tout, de regarder juste la télé. Ta stratégie, c'est d'aller au McDonald's tous les jours, de manger que des trucs gras et pas bons, et puis de pas faire de sport parce que là, c'est l'addition de tout ce que tu fais au-dessus. Tes croyances, c'est que quand tu manges bien, bah t'es un bon vivant et que c'est mieux d'avoir quelques kilos en trop au cas où éventuellement tu tomberais malade et que tu te retrouverais à l'hôpital. Eh bien à ce moment-là, ton identité, c'était un gros.
Voilà, t'es un gros. T'as un environnement où ton papa il est très méchant avec toi parce qu'il te gronde tous les jours. Ton comportement c'est que t'embêtes tes petits camarades à l'école. Ta stratégie c'est de faire un maximum de bêtises pour te faire punir un maximum parce que tes croyances c'est si je fais des bêtises, bah au moins j'existe aux yeux de ma maîtresse et de mes camarades. Bah oui, et ça c'est voilà, c'est des trucs qui sont bien réels. Ma croyance de petit garçon de CE1, c'est que tant que je suis méchant avec mes camarades, vu que mon papa, il a toujours été méchant avec moi, il m'a toujours crié dessus, voire il a été violent avec moi, et ben si je reproduis ça avec mes camarades, et bien au moins, je vais leur témoigner de l'amour, et il comprend pas, le gamin, quand tu lui dis, mais arrête de frapper tes copains, ben pourquoi, j'aime bien les chamailler, je trouve ça sympa. Et donc, ton identité, c'est quoi? C'est le petit garnement, la petite racaille de l'école. Voilà, la petite racaille de l'école. Si ton environnement change, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, tout change. Si ton environnement, c'est de l'amour, si ton comportement, c'est de faire attention à être affectueux avec les autres et que tu mets en place une stratégie avec plein d'actions qui vont vers le rapprochement et le fait de créer du lien positif avec les autres et que ta croyance, ce n'est plus pour exister auprès des autres, il faut être violent, mais au contraire, il faut être agréable, gentil, avenant et empathique. À ce moment-là, ton identité change et tu deviens un petit garçon très agréable et très sympathique. Donc, tout est connecté au niveau de changement. Les niveaux les plus élevés, ce sont ces deux niveaux-là. Ces deux niveaux-là, ce sont des niveaux qui sont les niveaux inconscients. D'accord? Voilà. Là, on est dans l'inconscient. Et là, on est dans le conscient. On est dans ce qui est visible. Les croyances de quelqu'un, elles sont pas visibles. Son identité aussi, elle est assez rarement visible. Sauf si tu es un surfeur et que tu te balades en maillot de bain. Mais en général, quand tu te balades dans la rue, on sait pas si tu es un musicien, si tu es artiste peintre, si tu es chanteur, on sait pas trop. Donc le truc, c'est que souvent, ça, les croyances et l'identité, c'est caché. L'environnement, le comportement des gens et les stratégies des gens, l'ensemble des actions qu'elles mettent en œuvre, eh bien ça, ce n'est absolument pas caché. Ça se voit. Ensuite, je vous ai parlé du centre d'intérêt, des centres d'intérêt, 5 centres d'intérêt pour avoir envie ou pas envie de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que, en fonction du centre d'intérêt de la personne que tu as en face de toi, tu vas pouvoir agir sur le levier qui va résonner le mieux en elle. Parce que les 5 centres d'intérêt, c'est pas difficile. Il y a un premier centre d'intérêt qui est lié aux gens, les personnes. Il y a un centre d'intérêt qui est lié à l'environnement, le cadre. D'accord, le cadre. À l'activité en elle-même. Je vous donnais l'exemple de la danse, mais c'est un exemple qui est parfaitement trouvé. L'apprentissage, est-ce que j'apprends des choses ou pas? Et les objets. D'accord? Donc, pour reprendre l'exemple de la danse, je veux motiver ma femme à venir à des cours de salsa avec moi, puisque moi j'en fais déjà depuis 1 an, mais j'aimerais bien que ma femme m'accompagne. Comment est-ce que je vais la motiver pour faire ça? Eh bien, je vais utiliser les 5 centres d'intérêt. Et donc, je vais lui dire, écoute, si je connais ces centres d'intérêt, par exemple, et que elle aime les gens, elle aime le contact avec les gens, elle aime les échanges, je vais agir sur lui. Et si je sais qu'elle aime également les objets et les choses un petit peu matérielles, je vais agir sur les objets. Et donc, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, tu sais, dans ces cours de danse, de salsa là que je fais depuis 1 an, il y a des gens super sympas, des gens avec qui je suis sûr que tu vas super bien t'entendre, qui ont un petit peu la même personnalité que toi, la même manière de fonctionner, et tu vas voir que tu vas te faire des amis incroyables. Voilà ce que je vais utiliser comme argument. Puis je vais lui dire, puis les robes que les femmes elles ont là, que tu vas pouvoir utiliser, puis également les chaussures de danse, c'est incroyable, c'est super confortable, tu vas voir. Et tu vas pas du tout utiliser les mêmes arguments. Si tu lui dis, tu vas voir le cadre, le théâtre dans lequel on danse, il est incroyable, les lumières elles sont belles, la musique elle est folle, c'est vraiment ça. Là c'est le cadre, l'environnement. Elle va dire, oh je m'en fous du cadre, de l'environnement parce que ça me touche pas moi. C'est les gens et les objets. Si tu lui dis, tu sais, l'activité elle est super parce que la danse c'est quelque chose de sympa. Tu fais corps avec ton corps. Tu te rends compte du mouvement. Tu vas voir que tu vas te sentir mieux après avoir dansé. Là on est vraiment concentré sur l'activité. Ou bien l'apprentissage en disant, bah tu vas voir que tu vas apprendre quelque chose de nouveau. C'est très sympa d'apprendre une nouvelle danse. Tu sais déjà danser la valse et là tu vas apprendre à danser la salsa, donc tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Enfin bref, je vais pas vous refaire la vidéo, mais en tout cas, c'est important de les connaître. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de moi vers les autres, des autres vers moi et de moi vers moi. Chez moi, quels sont les centres d'intérêt qui sont les plus sensibles? Est-ce que moi, en général, quand je suis dans l'action de faire quelque chose et d'aller vers quelque chose, ce qui m'attire, est-ce que ce sont les relations avec les gens, le cadre et l'environnement, l'activité en elle-même, les apprentissages que je vais pouvoir acquérir de nouveau?
et les objets ou le matériel qui est autour de cette activité. Très importante cette vidéo. Puis les deux dernières vidéos avant celle-ci que vous êtes en train de voir maintenant, la vidéo qui vous parlait du pire avant le meilleur, avant d'aller vers une situation meilleure et avant de l'atteindre, il faut passer par la vallée de la souffrance. Vous vous souvenez de la fameuse montagne? Deux montagnes. Là, je suis sur cette montagne-là, je veux aller là. Il va falloir passer par cette zone-là, qui est la vallée de la souffrance. Pour aller, il faut l'accepter ça. Et très souvent, cet élément-là est un élément bloquant en matière de changement. C'est un élément bloquant parce que le cerveau n'aime pas la souffrance. Le cerveau va dire, bah non, mais pour faire ça, pour aller dans cette montagne-là qui est plus haut, le sacrifice, il est trop important. D'accord? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous faites un plan de changement, vous devez intégrer la souffrance. Vous êtes un adolescent de 17 ans, vous venez voir votre père et vous dites, voilà, j'ai 12 de moyenne en maths. J'aimerais bien aller chercher les 16 de moyenne en maths. Pourquoi? Parce que dans l'école dans laquelle je veux aller, il faut 16 de moyenne en maths. Très bien. Tu veux 16 de moyenne en maths, c'est quoi ton plan? Eh bien, il va falloir intégrer de la souffrance. Et oui, parce que tu es là, tu as 12 en maths, tu veux aller là, tu veux 16 en maths, il va falloir passer par la vallée de la souffrance, d'accord? Et la vallée de la souffrance, eh ben souvent c'est le travail et c'est des sacrifices que vous allez faire. Là, souffrance égale sacrifice. Et donc, tu vas faire ton plan et tu vas dire, bah voilà, j'ai fait mon plan. Donc mon plan, c'est quoi? C'est les niveaux de changement, mon environnement maintenant dans ma chambre, je vais acheter des bouquins de maths, je vais ranger mon bureau pour que ce soit très clair, vraiment concentré sur les maths à fond. Mon comportement, c'est je vais choisir de faire plusieurs exercices à des journées précises, à des horaires précis, un nombre d'heures précis. Puis en même temps, je vais regarder des vidéos YouTube de profs de maths qui vulgarisent les cours de maths. Je vais acheter le programme de maths de l'année prochaine de façon à le bachoter un petit peu parce que comme ça, je vais pouvoir anticiper et me projeter sur le niveau des maths de l'année prochaine, ce qui fait que je serai meilleur. Donc ma stratégie, elle va être bien claire puisque je vais avoir plein d'actions différentes. Et quand la personne, elle va venir me voir, elle va me dire, voilà ma stratégie, moi je vais lui dire, c'est super, mais il manque un sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Bah, le sacrifice, c'est que tu vas jouer moins aux jeux vidéo. Et oui, il va falloir que tu enlèves des heures de jeux vidéo pour mettre à la place des heures de mathématiques. Et ton sacrifice, il va être là. Si tu te projettes pas dans cette souffrance de jouer moins aux jeux vidéo, ça va être difficile de changer et d'aller chercher ton 16 sur 20 en maths. Et donc, c'est pour ça que le plan intègre toujours une souffrance et un sacrifice. Et là, je vous ai donné l'exemple d'un jeune homme qui veut monter sa note de maths, mais je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui veut se séparer de sa femme, qui veut changer de métier, qui veut changer d'appart, qui veut changer de maison, qui veut changer d'environnement, qui veut dire à sa famille qu'elle lui a pourri la vie, etc., etc. Donc voilà pour cette fameuse vidéo de le pire avant le meilleur. Tu dois passer par du pire avant d'aller... Mais si tu fais pas ça, tu restes bloqué ici. C'est fini. Voilà, tu restes bloqué dans ta petite montagne et tu n'arriveras jamais là parce que tu n'as pas eu la force d'affronter ça. Et la force d'affronter ça, c'est le pouvoir qu'on a vu au tout début de cette vidéo et des vidéos que j'ai partagées. Le pouvoir de l'influence et le pouvoir de l'incertitude. Ah, je suis incertain de pouvoir traverser cette vallée. Donc le pouvoir va m'influencer négativement. Si ton pouvoir, tu l'influences positivement, mais je suis sûr de pouvoir traverser. J'ai confiance, je suis capable, je vais me faire accompagner, j'ai quelqu'un qui va me tenir la main, qui va me dire comment faire. Et je vais être beaucoup plus efficace puisque évidemment, quand tu es accompagné, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc ensuite, j'ai terminé les vidéos, la vidéo qui précède celle-ci, avec le processus de l'autonomie. Le fameux processus de l'autonomie qui te permet de savoir à quel niveau tu te trouves. Est-ce que tu es dépendant? Est-ce que tu es contre-dépendant? Tu t'opposes? Est-ce que tu es indépendant? Absence de lien? Ou bien est-ce que tu es autonome? Et il faut chercher l'autonomie. Il faut toujours chercher l'autonomie en tout parce que c'est l'autonomie qui te permet de progresser. Pourquoi? Parce que l'autonomie, c'est nouer des liens avec les autres et être dans la coopération pour évoluer positivement dans le même sens. Mais tu vas utiliser l'autre et en même temps, tu vas lui donner des choses et lui, il va te donner des choses. Et c'est un échange qui fait que tu vas aller plus haut. L'indépendance te coupe du lien, ce qui fait que tu vas rester bloqué sur un truc très fermé qui ne te permettra pas d'évoluer. L'intelligence, c'est aussi la capacité de savoir que sur ce sujet-là, tu es dépendant. Sur ce sujet-là, tu es plutôt contre-dépendant, tu t'opposes à l'autre. Sur ce sujet-là, tu es plutôt indépendant et fermé sur toi-même, tu n'as pas de lien. Et sur ce sujet-là, tu es dans l'autonomie. L'objectif, évidemment, vous m'avez compris, c'est d'être dans l'autonomie sur tout le sujet. Vous devez être autonome au travail, vous devez être autonome dans votre couple, vous devez être autonome avec les enfants, mais c'est plus compliqué parce qu'un enfant, il est obligatoirement dépendant de vous au niveau matériel, donc c'est toujours un peu complexe. Et ce passage de l'évolution de la dépendance à la contre-dépendance,
tendance à l'indépendance chez les adolescents et chez les enfants, notamment dans leur évolution. C'est là qu'on a tous les conflits parents-enfants, d'accord? Puisque, évidemment, que l'enfant, lui, il va passer de la dépendance à la contre-dépendance, il va s'opposer à ses parents, puis après, il va vouloir devenir indépendant. Je veux pas rendre de compte, je veux y arriver par moi-même. Et donc, c'est souvent là que va se trouver, justement, les confrontations et les conflits. Mais ces conflits et ces confrontations, on les a exactement de la même manière au sein de l'entreprise, à partir du moment où un manager ne va pas respecter cette logique. Un manager qui va manager de la même manière quelqu'un qui est contre-dépendant et quelqu'un qui est indépendant, bah, ça va pas fonctionner du tout. Mais du tout. Et c'est un truc qui doit absolument être appris par les managers. Mais qui apprend ça? Qui apprend ça? La plupart du temps, t'es parachuté au management dans une entreprise, t'as absolument pas envie d'être manager. On te parachute manager, pourquoi? Parce que c'est l'évolution logique dans ta boîte. T'as fait tous les postes possibles et imaginables, et là, la DRH, elle fait, bon, bah maintenant, le prochain poste qui est dispo et qui est possible pour toi, bah c'est manager. Et là, toi, tu regardes la DRH, tu fais, bah... Moi, j'ai pas envie d'être manager, j'aime pas les gens, j'aime pas manager les gens. Moi, tout ce que je veux, c'est faire mon activité de commercial, j'adore ça. Bah oui, mais le problème, c'est que si tu veux évoluer, le seul poste, c'est manager. À partir du moment où t'aimes pas ça et t'as pas envie de le faire, et en plus, tu vas pas apprendre à le faire et tu vas pas avoir les qualités forcément pour le faire, eh bien, à ce moment-là, ça va mal se passer et tu vas te retrouver aussi isolé vis-à-vis de tes collègues, puisque si des personnes ont subi ce genre de choses, vous savez bien comment ça se passe, puisqu'on va te dire, tu sais, maintenant, tes collègues, il va falloir prendre de la distance avec, parce que tu peux pas parler comme tu leur parlais avant, tu peux pas aller manger avec eux en salle de pause. Ah bon, non, mais pourquoi? Moi, j'aime bien mes collègues. Et oui, et donc c'est là où on va avoir des petits soucis au niveau du management avec des managers qui vont pas être à la hauteur, mais pas de leur fait, du fait que ça les intéresse pas, ça correspond pas à leurs valeurs, ils sont pas formés pour ça. Voilà, on a fait le tour. Vous voyez que c'est incroyable. C'est absolument incroyable tout ce que vous avez dans ces vidéos. C'est incroyable. Si vous les mettez en œuvre et que vous apprenez comment ça fonctionne dans les mécanismes internes qui font que vous faites ce que vous faites, eh bien à ce moment-là, ça vous permet de bouger un petit peu le curseur et d'évoluer déjà vers une ouverture vers le changement. Hein. On va continuer là avec les vidéos. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des relations hommes-femmes. On va parler de l'anxiété, du pouvoir de l'anxiété sur le comportement humain. Je vais vous donner des techniques de relations pour essayer d'apaiser un petit peu les conflits. Ça va être sympa. Mais là déjà, on a déjà principe, exception, contexte. Voilà, j'ai déjà un truc à vous dire là, mais je préfère le garder pour la prochaine vidéo parce que sinon celle-ci elle va être un petit peu longue puisque j'ai eu un échange là il y a pas très longtemps avec une personne qui m'a donné l'idée de faire une vidéo qui est complètement dans les clous de tout ce que je vous ai montré. C'est-à-dire qu'on va être capable, avec cet exemple-là, d'aller chercher tous les trucs. Le principe, l'exception, le contexte, la personne elle a pas bossé au niveau de l'environnement, ici et ici, donc ses croyances c'est ça, l'identité c'est ça, elle est bloquée. D'un autre côté, elle est plutôt sur l'activité et l'apprentissage, alors que son métier il est focalisé sur les objets, les gens et le cadre, et donc là ça peut pas fonctionner. Et puis elle essaye d'être disciplinée, sauf que le problème c'est la discipline, c'est qu'il est impossible chez elle, puisqu'elle n'a pas de coach, elle n'a pas été formée, elle est obligée donc d'aller dans un système, sauf que le système elle sait pas comment le mettre en œuvre, puisqu'elle a absolument aucune idée de l'ensemble des actions stratégiques qui sont ici à mettre en place, qui vont alimenter son système. Donc, elle se retrouve bloquée parce que finalement, elle peut pas aller se confronter à la souffrance, au sacrifice du système qui va lui permettre de monter vers son objectif. Tout est dit, tout est dit. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour ces prochaines vidéos.